Ah, Warhammer 40 000, cet univers sombre où on ne retrouve que la guerre et la mort. Mais parmi toutes ces tragédies, une race essaye d'apporter la lumière à ce futur incertain, les Tau. Ces gentils Xénos veulent la paix et la prospérité, mais aussi un contrôle sur toute la galaxie. Vous avez compris, aujourd'hui on va découvrir des Xénos vraiment particuliers. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez me dire en commentaire s'ils sont vraiment des sauveurs ou alors des méchants très méchants. Allez, je vous présente tout ça. Une nouvelle espèce. Les Tau sont jeunes, car leur espèce est née il y a environ 6000 ans. L'Imperium les rencontra pour la première fois sur leur planète natale qui a un nom vraiment original, puisqu'elle s'appelle Tau. Bref, à cette époque ils ne maniaient même pas encore le feu. L'Imperium décida qu'ils étaient indignes d'exister, mais à cause de quelques problèmes de logistique, ils oublièrent d'éradiquer les Tau. Grave erreur, puisque 6 millénaires plus tard, on les retrouve dans le golfe de Damoclès, pilotant des exo-armures puissantes, suivies d'une armée terrifiante. Leur espèce avait suivi une progression extrêmement rapide et impressionnante. Comme on dit, l'union fait la force, et c'est vérifié car ils poursuivent tous un objectif commun, rallier tout l'univers à leur secte, je veux dire au bien suprême, aussi appelé Tova. Leur idée consiste à favoriser le bien de la société plutôt que celui des individus. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Bref, ils sont tous convaincus qu'ils doivent régner sur l'univers pour apporter le bien suprême à tous ces ignorants. Pour convertir de nouveaux fidèles, ils préfèrent utiliser la négociation. C'est un domaine qu'ils maîtrisent vraiment bien. Les Tau pourraient arriver à vendre des formations pour devenir millionnaires comme des petits pains. Par contre, si la méthode douce ne marche pas, ils n'hésitent pas à employer la force brute. Et on va revenir sur leur arsenal un peu plus tard, et je pense qu'il va vraiment pas vous décevoir. Les Tau ne sont pas si différents que des humains. Enfin, ils sont quand même bleus, ils ont des sabots à la place des pieds, et puis ce nez là... Krillin ? Non, je suis pas xénophobe. En fait, ils ont juste le nez dans la bouche et ils peuvent goûter les repas en wifi. Comme l'espèce est jeune, leur empire est assez petit et ne comprend qu'environ 75 mondes colonisés. Il continue quand bien même à s'étendre en apportant le bien suprême partout. Le plus impressionnant, c'est que malgré la taille de l'empire, l'organisation n'en est pas moins négligée, et même assez bien pensée. La société Tau. Le fonctionnement est vraiment simple. 4 castes pour les 4 éléments eau, terre, feu, air. Chacune d'entre elles a un rôle très spécifique et à L4 elles forment l'Empire Tau. Mais il y a aussi une 5ème caste secrète qu'on verra juste après. On fait travailler les Tau dans la même caste jusqu'à ce qu'ils meurent. D'ailleurs, aucun métissage n'est permis entre elles. La première caste, la caste de la terre, est la plus grosse. Elle regroupe tous ceux qui font du travail manuel comme l'agriculture ou la maçonnerie. Elle contient surtout tous les ingénieurs Tau. Ces génies fournissent toutes les technologies de l'Empire et comparé à l'Imperium, ils savent exactement comment fonctionnent leurs machines. Ces technologies sont le plus souvent destinées à la caste du feu. Elles regroupent les forces militaires des Tau. Ce sont les descendants des chasseurs de l'espèce. Mis à part piloter des exo-armures, la plus grande promotion d'un guerrier de la caste du feu, c'est de finir au conseil des sages et participer à la vie politique. Il doit pour y arriver passer les 3 épreuves du feu et prouver sa valeur sur le champ de bataille. Bien sûr, ce n'est pas à la portée de tout le monde et la plupart n'y arrivent pas ou finissent saucissonnés sur une épée tronçonneuse. Mais dans ce conseil des sages, il n'y a pas que des guerriers, sinon l'espèce serait pas aussi patiente. Bon, ils ne veulent pas être colonisés, on fait quoi? Envoyer les missiles. La majorité des autres politiciens viennent de la caste de l'eau. Elle regroupe aussi toute l'administration et les commerçants, mais surtout les négociateurs extrêmement doués pour manipuler. Pour finir cette présentation des castes, la caste de l'air regroupe les pilotes et les équipages de vaisseaux. Ces derniers sont tellement habitués à rester dans les airs qu'ils ne peuvent presque pas rester sur Terre. J'ai failli oublier la dernière caste secrète. On ne sait quasiment rien sur eux, car tous les Tau interrogés ne pouvaient parler de la caste des éthérés, oui c'est leur nom, sans partir dans des légendes farfelues. On suppose juste que ces derniers gouvernent la race, mais surtout, les Tau leur vouent une allégeance sans pareil. Au point où si un éthéré demande à un Tau de mettre fin à ses jours, il le fait sans hésiter sur le champ. Un des derniers aspects de la société Tau, c'est leur provenance. Les 7 qui ne désignent ni le chiffre, ni les points au tennis, ni ces champignons succulents, mais plutôt les systèmes contrôlés par les Tau. On a par exemple le 7 Tau qui désigne le système natal des Tau. Chaque 7 a des différences. En gros, c'est comme les chapitres Space Mines. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de bien suprême, de fonctionnement de la société, mais je sais ce que vous attendez tous. Avec quoi les Tau grillent-ils du Space Mines? L'armurerie Tau. Les Tau préfèrent le tir à distance plutôt que le corps à corps. C'est pour ça qu'on retrouve plus d'armes à longue portée. J'ai fait un petit classement des armes de la moins à la plus forte. Parmi les armes basiques, on a les armes à impulsion qui projettent un plasma sur une longue portée ou les armes à ion qui projettent un faisceau ionisé puissant. On a aussi les éclateurs à fusion pour carboniser les chars. Bon, jusque là on est sur du classique. Maintenant on entre dans le sérieux, les exo-armures. Ça ressemble à ça et c'est surpuissant. Par exemple, grâce aux répulseurs, elles peuvent frapper n'importe où sur le champ de bataille avec une puissance de feu dévastatrice. Par contre, manque de bol pour les bêta-testeurs, les premiers modèles d'exo-armures marchaient grâce à la fission et irradiaient les porteurs. J'ai fait un petit top 3,5 des armures et on commence maintenant avec le top 3,5. Ce premier modèle, c'est pas vraiment une exo-armure, c'est l'armure de base. C'est très résistant avec 2 couches de protection et vraiment polyvalent. Bref, maintenant le top 3, c'est la XV25 Steels. C'est une de mes exo-armures préférées et vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer, elle est vraiment belle. Regardez-moi ce gros canon, ces belles finitions,
et ce devant arrondi. Sinon elle est ultra robuste et porte souvent un canon à induction. Le plus fou, c'est qu'elle peut devenir invisible. Ses bruits sont alors atténués et on ne peut pas la repérer au détecteur thermique. Une vraie armure d'espion. Les XV-25 sont souvent envoyés en première ligne afin de faire des attaques surprises. Le top 2, la XV-8 Crisis. Déjà elle est super résistante mais aussi super légère, rapide, polyvalente et surtout elle fait des gros dégâts. Elle peut être équipée de missiles, de plasma, de canons à induction, de lance-flammes, etc. Tout pour détruire les résistants au bien suprême. On les utilise pour faire des missions importantes et périlleuses. Maintenant le top 1, la XV-88 Broadside, qui combine juste la technologie d'un énorme canon et d'un char de combat. Ça marche tellement bien que les tirs de la XV-88 peuvent traverser les bunkers blindés impériaux. Elle fait trembler ses adversaires. Grâce à toute cette puissance militaire combinée à une stratégie bien rodée qui n'échoue presque jamais, les Tau arrivent à conquérir de plus en plus de monde pour répandre leur bien suprême. Bravo à toi si t'as survécu jusqu'ici. Surtout n'oublie pas d'aller voter pour la prochaine vidéo avec le lien en commentaire et j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis aussi sur mes vidéos. Bref, abonne-toi, like, c'était Exterminatus and Chill. Tchuss.